Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi il est important d'apprendre à coder. On va parler un petit peu de tout ça. Et puis à la fin de la vidéo, je vous proposerai tout simplement d'installer un logiciel ou plutôt un langage de programmation sur votre machine et je vous montrerai un petit peu comment on s'en sert. Bref, bienvenue à tous et merci d'être là. C'est Gaël dans Simple et Gratuit. Alors, il faut savoir qu'apprendre à coder, ça sert à tout le monde, que vous ayez 7 ans, 97 ans, etc., etc. Si, je vous assure, parce que ça peut vraiment vous servir, vous faire gagner du temps, vous faire comprendre comment fonctionnent les logiciels, les machines et tout ça. Souvent, vous me dites « Ah, comment tu sais tout ça et tout ça ?» sur l'ordinateur. D'abord parce que c'est naturel. Hein, c'est comme la programmation, je l'ai appris tout seul, mais globalement, c'est naturel. Ok, donc il y a déjà une bonne base, ça c'est plutôt pratique. Mais c'est vrai que ça me permet, par exemple, quand j'arrive sur un logiciel que je ne connais pas, sur un ordinateur, sur une machine, sur un système d'exploitation que je ne connais pas, eh bien la majorité du temps, hop, je vois tout de suite comment ça fonctionne parce que je sais comment c'est programmé à l'intérieur, je sais comment fonctionne un programme et donc ça me permet de sortir le meilleur du logiciel sans pour autant le connaître. Et donc ça c'est déjà quelque chose de sympa. Et ça marche notamment même sur les outils professionnels où je ne suis pas toujours formé pour ça parce que je travaille à distance, je suis prestataire, etc. On me dit, tiens, tu connais machin? Je dis, ouais, de nom. Oh, je dis, laisse-moi faire, tac, tac, je fais le truc. Et il me dit, ah tu vois, ça marche. Je dis, ouais, ça marche. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et c'est pas parce que je suis bon en informatique, c'est juste parce que je sais comment ça marche, la philosophie. Comme un garagiste qui n'aurait jamais mis les mains dans une Renault, ça m'étonnerait, c'est en général, mais bon, voilà, mais qui a plutôt d'habitude Porsche ou quoi que ce soit, il va ouvrir le capot, il va savoir quel est le moteur, il va savoir où est la distribution, l'embrayage, le machin, le truc comme ça. D'accord? C'est un petit peu le même principe. Et ça peut servir effectivement quand vous voyez par exemple des logiciels et il manque une fonction, ça peut aussi vous aider à essayer de définir pourquoi il manque une fonction. Est-ce que c'est intrinsèque au logiciel ou est-ce que c'est tout simplement une fonction que la personne n'a pas mis, hein, tout simplement. Donc, comme ça, on saura. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut vraiment vous simplifier la vie. Je vous donne un exemple tout simple. Ici, par exemple, moi, je me sers d'Adobe Audition. D'accord? Donc ça, c'est une version que je loue tous les mois. Avant, il fallait l'acheter, c'était plutôt bien. Hein, ça coûtait dans les 350-400 € par an. Enfin, à chaque version, pardon, mais il n'y avait pas une nouvelle version tous les ans. Donc c'était bien, on pouvait la garder 10, 15, 20 ans, autant de fois qu'on en voulait, tant qu'on ne mettait pas à jour, c'était cool. Et depuis quelques années maintenant, ils font ça à la location, donc c'est 25-27 € par mois. Et donc, du coup, à la longue, ça devient tout de suite beaucoup plus cher. Et c'est vrai que dans mon métier, moi j'aime beaucoup Adobe Audition parce que ils ont les fonctions là où je les aurais placées moi-même si j'avais dû créer le logiciel. Du coup, j'arrive sur un de leurs logiciels que je ne connais pas, je vais faire naturellement des clics, des machins, des trucs, et ça va fonctionner. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment bien d'être en phase avec un logiciel. Le seul truc, c'est que moi, je travaille sur Windows et sur Linux. Alors Windows de moins en moins, mais c'est vrai que Linux ça a toujours été depuis les années 90 à peu près. Hein. Bon, à l'époque, c'était plutôt en ligne de commande, mais aujourd'hui, il y a des belles interfaces graphiques. Et c'est vrai que donc je suis sur Linux depuis très longtemps. Et je suis en train, petit à petit, même dans le milieu professionnel, de virer Windows. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, Adobe Audition, il fonctionne sur Mac et sur Linux, sur Windows, pardon, mais il ne fonctionne pas sur Linux. Du coup, j'ai besoin d'une fonction qui est là-dedans parce que je la trouve super pratique. Et elle n'est pas présente, par exemple, sur d'autres logiciels comme Audacity ou Pro Tools que j'utilise très souvent pour faire du son. Et donc, comme c'est pas présent dessus, je me suis dit, c'est quand même embêtant, ça veut dire que je suis prisonnier à ce logiciel. Eh bien non. Je me suis décidé, un jour, je me suis relevé les manches et j'ai codé la fonction qui manquait. Et du coup, ça marche pour tous les logiciels. Et c'est vachement bien. Ça me permet de gagner du temps que j'utilise Pro Tools, Audacity ou n'importe quel autre logiciel. J'ai, entre guillemets, créé cette fonction qui maintenant va permettre, peu importe le logiciel que je vais utiliser, de pouvoir profiter de cette fonctionnalité et de le faire. Il n'y a rien de génial là-dedans. J'ai même pas beaucoup forcé en réalité. Je suis parti d'un problème simple. De quoi ai-je besoin? La solution, elle est là. Voilà, je vais coder mon propre truc. Et c'est quand même vachement bien. Le deuxième point, il est très important parce que vous soyez simple personne qui vit sur Internet, qui va voir ses mails, qui regarde Facebook, qui s'intéresse un peu à la sécurité de ses données personnelles et aussi à l'anonymat et tout ça, bien connaître comment on programme, peu importe le langage de programmation, ça va vous donner aussi des choses en vous disant, tiens, mais ce logiciel
moi, j'aurais fait quoi? Ou si j'avais voulu être un filou, j'aurais fait quoi? Et donc, ça permet aussi d'être plus méfiant, parce qu'on sait jusqu'où on peut aller, et on arrête de croire ce que disent les médias qui n'en savent absolument rien, et qui vous racontent des carabistouilles, pour utiliser des mots du Nord, comme personne. Voilà, les politiques, c'est pareil. Le but, il y a toujours un lobbying, il y a toujours quelque chose derrière. Eh bien là, au moins, vous savez de quoi vous parlez, et c'est plutôt intéressant. Autre chose, eh bien, par exemple... pour ma part, tiens, dans cette vidéo que je vous avais faite, hein, c'était le 24 ou le 25 décembre 2024, et je vous parlais des dessous de la chaîne YouTube. Et à un moment, je vous dis que j'ai du temps pour faire des vidéos YouTube, parce que c'est vrai que je produis quand même un rythme qu'on voit assez peu sur Internet. Et je vous dis que j'ai largement le temps parce qu'à côté, moi je suis pas youtubeur, hein, j'ai pas de revenus sur YouTube ou très peu. J'ai par contre un métier. Et ce métier, eh bien, je suis indépendant, donc à mon propre compte depuis 2007. Et effectivement, avant, je travaillais 45, 50 heures par semaine, etc., etc. Et je vous dis dans cette vidéo, je travaille 8 heures par semaine. Et j'ai des collègues qui m'ont dit, mais attends, comment tu fais? Parce que moi je travaille autant que toi, voire même plus que toi, enfin les 40-50 heures, quoi. Et j'ai pas autant de clients que toi, et ça marche pas aussi bien. Et comment ça marche? Eh bien, en réalité, je lui ai dit, je leur ai dit, hein, parce qu'ils ont été quand même quelques-uns à me poser la question, moi, j'ai tout automatisé. C'est-à-dire que dans mon métier, aujourd'hui, moi, en tant que prestataire, je travaille moins et je gagne autant, parce que je continue de fournir la même somme de travail que quelqu'un qui bosse 40 ou 50 heures. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple en réalité. J'ai tout automatisé. C'est-à-dire que toutes les choses hors création, eh bien, c'est automatisé. Voilà. La seule chose que je n'ai pas automatisée, c'est la recherche d'informations, la synthétisation de l'information et tout ça. Pour plusieurs raisons, parce que, eh bien, j'ai déjà essayé, hein, évidemment, mais je me sens un peu enfermé dans la synthétisation de cette information qui n'est pas faite par moi. Je me sens pas libre, en fait, et je me sens pas à l'aise, et du coup, je suis pas aussi performant. Et dans mon métier, si tu fais pas d'audience, tu dégages. Hein, et ça fait 25 ans que je fais ce métier, et pour l'instant, je croise des doigts, je me suis pas fait dégager. Mais bon, prudence, évidemment. Mais dans le principe, vous voyez bien que, globalement, eh bien, ça me permet vraiment de gagner du temps. Vous imaginez, je gagne entre 38 et 40 heures par semaine. Voilà. Et ça me permet de m'offrir du temps pour faire des trucs. En plus de ça, comme c'est l'ordinateur qui travaille, je fais pas d'erreur. Et ça, c'est quand même vachement bien. Je vous donne un exemple de tout ça, mais une partie de mon activité, ça consiste à créer. Et après, ça consiste à prendre ma création, lui rajouter de la musique en dessous, ensuite traiter les différents sons, ensuite... Ça, c'est pour chaque élément de création. Donc, par exemple, je peux avoir 150 créations d'affilée, d'accord? Eh bien, moi, je vais juste enregistrer les 150 créations. Et une fois que c'est fait, clac, 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 je vais utiliser mon petit logiciel qui va tout simplement me mettre le tapis musical en dessous, traiter le son, découper les fichiers, nommer les fichiers correctement, les envoyer là-bas, arriver sur la machine à distance du client, les mettre dans son logiciel et voilà. Oui, et ça c'est des trucs en fait, il y a tellement de choses, notamment quand on nomme des fichiers et tout ça, on peut faire une erreur, l'erreur est humaine. Moi je ne fais pas d'erreur, et en plus je ne suis pas là, parce qu'une fois que j'ai fini d'enregistrer ma création, d'accord, avant de faire le montage et tout ça, ça le fait automatiquement, et ben j'appuie donc sur mon logiciel, je l'installe, je vais prendre un café, nourrir mes poules, je fais une vidéo YouTube. Pendant ce temps-là, l'ordinateur travaille et fait mon boulot à ma place. Voilà. Et ça, et vous allez peut-être vous dire, ouais, mais ça, c'est peut-être parce que tu as un métier où tu peux faire ça. C'est vrai, mais dans tous les métiers, hein, comptable, autre chose, vous pouvez bien sûr automatiser pas mal de choses. Après, il faut y penser. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui lui est développeur. Pour le coup, c'est son boulot. Et la dernière fois, il me dit, ah ouais, je sais pas comment tu trouves l'énergie pour faire ça et tout ça. Je lui dis, mais c'est parce que c'est pas mon métier, tout simplement. Enfin, je vous donne un exemple de tout ça, mais vous le savez, on est aujourd'hui à la dématérialisation des facturations. Okay. Et donc moi, je me suis créé un petit logiciel de facturation. Il faut le même code, hein, exactement le même code. Il fonctionne sur Linux, sur Windows, sur Mac, mais il fonctionne également sur Android et sûrement sur iOS, mais j'ai pas fait le test. Voilà, comme ça, eh bien, j'ai mon même logiciel et que je sois à l'extérieur ou que je sois sur mon bureau, eh ben, ça fonctionne tout simplement. Un petit logiciel de facturation basique, hein, mais voilà, il me permet de faire une facturation, d'avoir directement un lien avec la base de données et tout ça. Voilà. C'est des trucs que je vais vous apprendre à faire si vous le souhaitez. Et pour ça, la formation, elle sera dans mon Patreon. Le lien est dans la description. Vous y retrouverez également un petit e-book. Un petit e-book, c'est un petit livre en fait numérique, hein, dans lequel évidemment vous aurez les versions texte également, et donc aussi plein de conseils. Et en fait, on va tout simplement au travers de différents tutos de cet e-book et tout ça, eh bien commencer à créer nos premiers logiciels ensemble. Comme ça, vous allez voir que c'est super facile.
Il faut savoir que cette méthode, je l'ai déjà essayée sur un ancien pas très très loin de chez moi qui n'y connaissait rien en informatique. Et il s'est dit, je suis à la retraite depuis un moment, mes petits-enfants sont machin, qu'est-ce que je peux faire avec un ordinateur? Je lui ai dit, déjà, t'achètes ça, voilà. Donc il a acheté, c'est bien. Et après, on a commencé à voir. Et très rapidement, il a appris ce que c'était qu'imprimer, faire des selfies, des cam-to-cam, etc., etc. Et aujourd'hui, maintenant, il développe ses propres logiciels. Et il n'avait jamais touché à l'informatique. Donc j'ai l'habitude d'expliquer clairement aux gens pour comprendre les choses et donc ça va bien se passer, comme disait un ancien ministre. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien voilà, je vous propose aujourd'hui d'installer Python. Alors pourquoi Python? Eh bien parce que c'est un logiciel très simple. Une fois que vous avez quelques connaissances en Python, en fait, eh bien c'est comme un livre. En réalité, c'est écrit avec des mots et ça c'est bien. Il n'y a pas des symboles bizarres comme quand vous êtes par exemple en langage assembleur ou autre. D'accord? C'est du mot. Alors certes en anglais, mais bon, var pour variable ou variable en français, voilà, c'est pareil. D'ailleurs, si vous lisez avec l'accent français variable, vous lisez en gros variable. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Def pour define, pour définir, ou définition. Hein, mais def, voilà, c'est le mot anglais rapide. Donc, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et moi qui suis nul en anglais, je vous le dis, je suis une vraie brêle en anglais, ça ne m'empêche pas de programmer et de faire mes propres logiciels. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa et ça ne sera pas un frein, je vous le garantis. En plus, vous allez vous-même nommer les choses en français. Donc, finalement, dans votre code, il y aura très, très peu d'anglais ou même quasiment pas. OK? Bon, alors ça, c'est important. Python, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur les appareils type ordinateur de bureau, sur Linux, sur macOS, sur Windows, partout. Ça fonctionne sur iOS, sur Android. Ça fonctionne aussi sur les serveurs. Ça fonctionne aussi sur les sites web. Et vous pouvez même faire des web applications. Tout ça avec le même code et c'est quand même vachement bien. Facile, n'est-ce pas? Vous avez des groupes connus, des choses connues qui utilisent du Python. Par exemple, si on prend Instagram pour gérer les bibliothèques de photos, c'est Python. Si vous prenez Spotify pour gérer les bibliothèques musicales, c'est Python. Si vous prenez l'IA, pour gérer souvent les réponses, l'analyse, la pertinence et tout ça, ils utilisent du Python. Alors, c'est pas que Python, bien sûr, pour chacun des exemples, mais Python est bien présent. Et par exemple, puisque je vous parlais ici de logiciels de DAW, de DAW, comme on dit, pour le son, eh bien, généralement, alors ils sont codés en C++ ou autre, mais pour une interface, par exemple, entre un clavier, vous savez, pour jouer de la musique ou autre chose, et ce genre de logiciel, eh bien, l'interface est codée en Python. Voilà, ça permet de faire un pont entre les deux parce que c'est super flexible, ça marche très bien. Ok, donc vous pouvez vraiment faire des choses, traiter des vidéos, de l'audio, des machins, vraiment, vous pouvez vraiment faire énormément de choses et c'est pour ça que ce logiciel qui est à la fois satisfaisant parce que vous tapez une ligne de code, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous tapez une deuxième ligne de code, vous avez un bouton, vous tapez une troisième ligne de code, le bouton il fonctionne, c'est quand même vachement bien. Voilà, donc je pense que c'est bien, ça fonctionne partout, c'est un super langage pour apprendre. Et puis après, les autres langages de programmation vous sembleront assez faciles puisque vous aurez les bases, vous saurez comment fonctionne un langage de programmation. Vous saurez qu'il faut bien sûr la programmation orientée objet, les classes, les décorateurs, les variables, etc. etc. En fait, c'est le même terme pour chacun des programmes. C'est un petit peu comme quand on est espagnol ou français, qu'on veut apprendre l'italien. Il y a une base latine, il y a une base commune. On apprend assez rapidement. Il manque que le vocabulaire. Et bien là, c'est pareil, il manquera que la syntaxe. Par exemple, pour certains, il faudra juste indenter, c'est-à-dire mettre de côté quand vous êtes dans une fonction. Pour d'autres, il faudra ouvrir des parenthèses ou des accolades, ça dépendra. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça vous donnera vraiment l'occasion après de développer ce que vous voulez. Ça marche? Bon, allez, on va installer Python maintenant. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Alors déjà, la première chose, c'est je vais mettre sur le côté, ce sera plus simple, c'est plus joli. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Python directement. Alors quand vous allez sur le site de Python, le lien est dans la description, vous avez ici directement une interface avec Python que vous pouvez télécharger. Je vous donne une petite astuce, mais ici vous avez un carré jaune et quand vous cliquez dessus, regardez, hop, il lance Python directement sur le site internet. Ça veut dire que c'est ce que je vous avais dit, ça marche aussi bien sur des sites internet que ça marche sur ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle en ligne de commande, en CLI, c'est L-I, mais vous pouvez faire des interfaces graphiques, bien évidemment. Ok, donc là, c'est important. Par exemple, ici, je vais faire print, par exemple, et je vais faire bonjour. Voilà, donc print, ça veut dire imprimer, ça veut dire afficher en anglais, d'accord? Et ici, vous allez afficher bonjour, d'accord? J'appuie dessus et hop, regardez, ça m'affiche bonjour. Et bien voilà.
ça y est, vous savez programmer en Python. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, on verra ça dans les différentes vidéos que vous trouverez sur Patreon. Ok, mais c'est important de le voir. Alors, vous allez sur Download, et si vous êtes sur Linux, normalement, vous avez déjà une version de Python, on verra ça dans un instant. Si vous êtes sur macOS ou sur Windows, vous pouvez le télécharger directement ici. Alors, il vous met en bouton jaune celui qui correspond à votre système, donc vous pouvez cliquer dessus et le télécharger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour macOS, normalement, vous avez déjà une version de Python inclue dans macOS, tout comme sur Linux. Et pour le savoir, eh bien là, moi, par exemple, je vais ouvrir Ubuntu en version ligne de commande. Je perds ma voix, désolé. Donc ici, on attend qu'il se lance. Désolé. Je vais zoomer un petit peu et ici, par exemple, je veux savoir si Python existe. Alors du coup, pour Python, lorsque vous êtes en ligne de commande sur Linux, donc quand vous ouvrez le terminal, vous mettez Python 3. Alors pourquoi Python 3? Eh bien c'est parce qu'en réalité, vous voyez que là sur Python, on est déjà sur la 3.13, d'accord? Donc avant vous aviez Python 2 et quand vous programmiez en Python 2, en réalité, vous aviez une manière de programmer en Python qui était un petit peu différente. Si vous voulez, aujourd'hui, on ne programme plus en Python 2, c'est caduc, ça fonctionne plus bien, il y a des tas d'options qu'on ne peut pas faire, etc. Donc aujourd'hui, on est sur Python 3 et un jour, on sera sur Python 4, mais on a encore de la marche. Ok, donc là, Python 3, je mets un espace. Ensuite, je mets les deux tirets du 6 et une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir mettre version, exactement comme pour n'importe quel autre logiciel sur Linux ou sur macOS. J'appuie sur Entrée et il me dit que nativement, alors que je ne l'ai pas installé, sur Ubuntu par exemple, actuellement, j'ai la version 3.12.3. Ok, donc c'est pas la dernière version, mais c'est pas grave. En gros, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez la version à partir de Python 3.9, d'accord ? Pour ceux qui sont sur un Windows 7, je vais vous le dire tout à l'heure, et que vous voulez programmer en Python et que vous voulez que ça marche sur votre ordinateur, eh bien c'est maximum Python 3.8, je crois. Donc n'allez pas au-delà parce que sinon ça ne va pas marcher. Mais globalement, ce que je vais vous montrer, ça marchera à peu près sur tous les Pythons. Okay. Mais si vous développez un programme, par exemple, pour Windows 10, Windows 11, Linux, macOS, etc., vous pouvez utiliser le dernier Python, 3.10, 3.11. Mais si vous voulez que votre programme il marche aussi, qui marche du tout coup sur Windows 7 ou Windows 8, par exemple, eh bien le mieux, c'est encore de le programmer en Python 3.8 maximum, d'accord, n'allez pas plus haut. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez faire une version avec la 3.12 ou 3.13, et puis après vous copiez le code, et puis vous la mettez, vous installez une version de Python 3.8, et vous dites que c'est avec celle-ci qu'il faudra interagir, et ça va marcher pareil, d'accord. Donc c'est plutôt pratique, ça fonctionne bien. Ici, là, on est avec, donc sur Linux, cette version-là, il suffit simplement de taper Python 3, espace 2-du-6, et version. Ok. Sur Windows, alors sur Windows, maintenant qu'on l'a téléchargé, on va devoir l'installer parce que Windows n'intègre pas automatiquement Python. Là, vous double-cliquez dessus, ok. Et là où c'est très très important, vous notez bien ici, vous avez plusieurs choix, d'accord. Mais avant de choisir un de ces choix, c'est la petite astuce, il y a ici des cases à cocher ou à ne pas cocher d'ailleurs. Alors la première case, Use Admin Privilege, ça veut dire est-ce que vous voulez installer Python avec les privilèges administrateurs? C'est pas la peine, donc c'est pas la peine de la cocher. Par contre ici, add python.exe, donc le programme Python to path. Alors le path, c'est la variable d'environnement. C'est vrai que si vous bidouillez pas sur Windows, vous la connaissez pas forcément, mais en gros, ça vous permet de pouvoir pointer du doigt, donner l'adresse d'un logiciel qui ne serait pas dans la base de registre de Windows. C'est le cas de FFmpeg par exemple. Si vous voulez vous télécharger FFmpeg, il n'y a pas de fichier d'installation, mais du coup vous pouvez dire dans le path que votre fichier est là. Par exemple, si vous prenez un logiciel qui fonctionnerait, vous savez, sur les clés USB et tout ça, vous le copiez sur votre ordinateur, vous l'allez dans le path, et dans le path, vous lui indiquez tout simplement le chemin de ce logiciel. Ce qui fait que quand vous allez utiliser ce logiciel, eh bien, vous pourrez mettre un raccourci ici, et il va le retrouver tout de suite et faire fonctionner la chose. D'accord? Donc, très important, vous mettez bien ici le add path pour Windows notamment. Ensuite, vous faites Install Now, et puis vous attendez, ça prend quelques instants à s'installer. Là, il installe le langage de programmation Python dans sa dernière version, le 3.13.1. Ok, donc il a pris la bonne version automatiquement sur le site internet, vous êtes tranquille. Il va vous mettre donc Python sur votre ordinateur, il va vous l'ajouter dans le path, juste le petit lien pour que ça marche. Et puis ensuite, après, il va également vous proposer un petit éditeur. Mais nous, on va changer d'éditeur parce qu'il n'est pas très pratique celui-ci. D'accord? Donc là, on va le laisser installer. Il nous installe également pip
au passage. Pip, c'est donc une sorte de, comment on pourrait dire ça, de magasin, de librairie. Comme ça, vous allez pouvoir installer plein de choses. Par exemple, si vous voulez travailler sur YouTube, si vous voulez travailler sur Google et tout ça, eh bien, vos programmes, vous allez pouvoir y intégrer directement Pip, etc. Ici, vous avez la possibilité de découvrir tout ce qui est nouveau sur Python et tout ça. Donc, vous pouvez fermer. Parfait. À partir de là, eh bien, vous pouvez aller ici et... tiens, il n'a pas mis ici. Donc, je vais taper Python. Python, et vous voyez ici, donc j'ai 3.12, c'est l'autre version que j'avais, et là je viens d'installer la 3.13. Je vais utiliser la 3.13, et en fait on se retrouve en ligne de commande. Alors rassurez-vous, on va utiliser un éditeur de texte tout à l'heure qui rendra les choses belles et plus faciles que la ligne de commande. Mais ici c'est pareil, si je fais print ici, et que je fais par exemple ici, merci pour l'install. Voilà, je ferme ici, j'appuie sur Entrée et ça me dit merci pour l'install. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, alors hop, ici il faut que j'aille sur celui de Linux. Là, on est bien sur celui de Linux puisque vous voyez, c'est marqué root. Eh bien, si je tape ici Python 3, d'accord, j'appuie sur Entrée et je rentre évidemment sur Python. Et donc là, pareil, je peux faire un print puisque c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure et je fais bravo. Donc vous voyez, il est bien installé sur mon Linux, mais ça il l'était déjà, et il est bien installé sur mon Windows, puisque vous voyez que ici, je me sers donc du 3.13, donc je suis bien sur mon Windows. Donc jusqu'à là, tout est bien, tout marche pour le mieux, c'est parfait, génial. Ok, deuxième chose que je vous propose, alors ça c'est plus pour ceux qui sont sur Windows, parce que vous le savez, quand vous utilisez le terminal de Windows, c'est pas vraiment un terminal, d'accord? Par exemple, il y a plein de fonctions qui fonctionnent sur les terminals de Linux et de macOS, par exemple le PWD, mais qui ne fonctionnent pas sur le terminal de Windows. Enfin si, maintenant, ça commence à venir au fur et à mesure des mises à jour de Windows 11. Mais c'est vrai que si vous êtes sur Windows 10, par exemple, si vous tapez PWD, je suis pas sûr que ça fonctionne. Il faudrait vérifier, voilà. Mais il y a plein de choses comme ça où ça fonctionne pas vraiment. Donc du coup, si vous voulez installer un terminal qui ressemble à un terminal de Linux ou de macOS, eh bien je vous propose un terminal qui s'appelle Git pour Windows, d'accord? C'est Git Bash, tout simplement, un fameux terminal que vous retrouvez évidemment un petit peu partout et qui vous donnera les mêmes configurations. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en réalité, vous allez pouvoir simplement tester les choses, et ça c'est important. C'est-à-dire que si demain vous arrêtez Windows pour lancer macOS, eh bien vous allez pouvoir tout simplement ne pas être perturbé et vous allez pouvoir continuer à programmer avec vos habitudes. Ce sera plutôt sympa. Alors, on le télécharge rapidement. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va se dépêcher. Vous le téléchargez, c'est parfait, mais c'est pas une obligation. Encore une fois, hein, vous pouvez très bien utiliser le terminal de Windows. D'accord, vous passez par ici. Bon, après, vous faites suivant, vous ne changez absolument rien. Je ne vais pas le faire parce que moi, il est déjà installé. Donc là, suivant, jusqu'à finish. Hein, vous ne changez aucune option et ça va fonctionner. Une fois que c'est fait, vous avez ici Git Bash qui est ici et donc vous pouvez cliquer dessus. Ici, ok. Et donc là, vous avez Git Bash qui fonctionne. C'est tout simplement un terminal, hein, mais qui est vraiment sympathique. Donc, si je zoome ici, par exemple, et que je fais Python, voilà, et que je lance Python, et il me lance Python. Alors, il ne me lancera pas Python 3 comme je peux le faire sur Linux et tout ça, parce que c'est intrinsèque à Windows de dire juste Python. Il prend naturellement la dernière version, d'accord? Alors que sur Linux et sur macOS, vous pouvez choisir Python 2 s'il est installé, etc., etc. Ok, donc là, c'est pareil. Maintenant, on voit que ça marche. Mais c'est vrai que si je tape PWD, par exemple, ça me donne le dossier courant, ça marche aussi. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de tester, voir si ça marche sur le terminal de Windows, dans la version 2013, enfin de Windows 11, pardon. Donc, on vérifie tout de suite, PWD, voilà, PWD, je tape, et oui, si, il me le dit, vous voyez, de cette manière-là. Donc, c'est pas trop mal, parfait. Bon, allez, ici, on va effacer et on va repartir à zéro. Ok, dernière chose, on va utiliser un éditeur de texte. Alors vous pouvez utiliser bien sûr Notepad++, le bloc-notes si vous le souhaitez, VS Code si vous le voulez, ou d'autres. Moi je vous propose d'utiliser celui-ci, comme ça on aura tous le même, mais après chacun choisit celui qu'il veut. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir éditer notre texte, c'est-à-dire pouvoir lui dire, voilà, nous on va coder comme ça, il y aura des couleurs, ce sera plus joli que de le faire avec le bloc-notes par exemple.
Donc ici, moi, j'ai Sublime Text ici. Alors, il y a une partie gratuite, une partie payante, mais nous, la partie gratuite suffira largement. Donc, je fais suivant. Ici, je fais Add to Explorer Context, c'est-à-dire quand je fais un clic droit, il va me l'ajouter, d'accord? Je fais Install et voilà, je laisse courir les choses de la vie. C'est plutôt cool, magnifique. À partir de là, il est installé. Parfait. Alors on va l'ouvrir, hein, voilà. Et là, que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows, vous pouvez bien évidemment le voir, l'utiliser, l'installer. Je vous mets le lien dans la description et je vous mets aussi l'installation de Git Bash et de Sublime Text directement donc dans la description également, histoire que vous puissiez avoir les mêmes fonctions que moi. Comme ça, on partira sur la même chose. Voilà. Allez, intéressons-nous maintenant à Sublime Text. Alors vous allez voir tout simplement ici, on va donc d'abord, le principe, c'est de créer un fichier. On va créer un fichier avec une extension, hein, comme par exemple pour définir que c'est un fichier texte, on va mettre fichier.text, d'accord, txt. Et bien là, c'est pareil, comme c'est un fichier Python, on va dire à l'éditeur qu'on va créer un fichier Python. Donc on va dès maintenant dans File, ok, on va dans Save As. Une fois que c'est fait, vous allez aller par exemple dans C, ici, on va aller dans C, ok, et ici, comme ça on saura où il est, on va faire un petit clic droit pour créer un nouveau dossier. Ici, on va aller dans Nouveau, dans Dossier. Une fois que c'est fait, on va faire mon premier programme. Voilà, j'appuie sur Entrée. Voilà, je vais rentrer maintenant dans mon fichier, on est bien d'accord. Ici, je vais l'appeler par exemple test. Je vais lui mettre l'extension PY, test.py, ok, pour dire que c'est un fichier Python. Je vais cliquer sur Enregistrer. Vous voyez qu'ici, il a bien pris en compte que c'était un fichier Python. Parfait. À partir de là, par exemple, si je fais print, vous voyez, eh bien, il me met des couleurs, il me met, effectivement, il sait que c'est un langage Python et donc il va me mettre eh bien, les techniques, il va peut-être même m'aider à écrire selon comment il est paramétré. Là, on ne l'a pas paramétré, mais voilà, il peut faire de l'autocomplétion et tout ça et il sait qu'on est en Python. Et du coup, ça nous permet de gagner du temps. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la chose que je vous propose de faire dès maintenant, eh ben, elle est très simple. C'est-à-dire qu'on va... quand on va lancer le programme, on va demander à l'utilisateur quel est son prénom. Et après, on va juste lui répondre « Bienvenue à toi » en fonction du prénom qu'il aura mis. Ok? Donc pour ce faire, on va créer une boîte, une box, une petite chemise voilà, plastifiée dans laquelle on va glisser une information. Ça, c'est ce qu'on appelle une variable. Évidemment, on découvrira ça prochainement. En attendant, ici, la variable, je vais donner un nom français, par exemple prénom. Parce que cette variable, elle va contenir le prénom de l'utilisateur du logiciel. Je vais mettre un égal, et donc là, c'est un nom que je donne à la variable. Et maintenant, on va mettre quelque chose dans la variable. Alors, je pourrais très bien lui dire prénom Gaël. D'accord? Donc, ça veut dire que peu importe l'utilisateur du programme, il va donc dire qu'il s'appelle Gaël. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est demander à la personne quel est son prénom. Donc, pour ça, on va utiliser une autre commande qui s'appelle input. Input, ça veut dire entre dans le logiciel, entre une information, entrée, tout simplement. Donc pour ce faire, on met bien sûr des parenthèses et ici, comme on va écrire, on met entre guillemets. Donc très bien. À partir de là, on peut mettre tout simplement la question « Quel est ton prénom ?» Un petit point d'interrogation, c'est plus chic. Un petit espace, 2 points, c'est toujours plus chic également. Et voilà, on a fait le tour. Donc là, à partir de là, on a créé notre espèce de boîte qui va demander à l'utilisateur quel sera son prénom et on va sauvegarder la réponse de l'utilisateur, de Jean-Marc, de Sophie, de Mevena ou quoi que ce soit, ici dans prénom. On peut donc passer à la suite et maintenant, on va afficher le prénom en faisant tout simplement print. On l'a vu de ça tout à l'heure, d'accord? Print, ok, on va écrire, on va dire bienvenue parce qu'on est poli. Bienvenue. On peut même faire « à toi » si vous le souhaitez. Vous laissez un espace ou vous n'en laissez pas. Ici, on ne va pas en laisser, d'accord? Donc ici, si je ne fais que ça, en fait, le programme va demander le prénom de l'utilisateur. Il va rentrer Jean-Jacques, par exemple. Et tout de suite, après, une fois que j'aurai validé, eh bien, il va dire « bienvenue à toi ». Nous, on aimerait bien qu'il dise « bienvenue à toi, Jean-Jacques ». Ok? Donc, pour ça, on va mettre une petite virgule, d'accord? On est en dehors ici de l'écriture et maintenant, on va travailler avec le prénom. Et donc, je vais simplement écrire « prénom ». Prénom, c'est le nom de ma variable, d'accord? Si, par exemple, ici, j'avais écrit « var prénom », d'accord? Eh bien, ici, il faudrait que je mette « var prénom ».
parce que ce n'est absolument pas le mot prénom, mais bien la variable prénom. On verra ça tout en détail avec des exercices et tout ça directement sur Patreon. Je pense que la vidéo est déjà sortie, alors n'hésitez pas à y faire un petit tour sur le Patreon, le lien est dans la description. Ok, donc on va laisser comme ça, hein. Et puis surtout on ne va pas oublier de sauvegarder. Donc fichier ici, et puis on va faire save pour sauver. Voilà, c'est facile. Maintenant que c'est fait, on va tout simplement aller ici et on va utiliser notre git bash et on va aller se rendre dans le dossier. Alors la première chose qu'on va faire, c'est faire ça. On va faire simple aujourd'hui, hein. Je vous expliquerai d'autres techniques plus tard. Vous allez retourner dans l'explorateur de Windows ou dans votre explorateur habituel, que vous soyez sur Linux ou sur Mac. Vous allez aller dans l'endroit où vous avez créé le dossier mon premier programme. Vous allez cliquer dans la barre d'adresse, vous allez faire un petit clic droit ici et vous allez copier ce qui est surligné ici. Parfait. À partir de là, je vais me mettre là, hop, voilà. C'est plus beau comme ça. À partir de là, je vais cliquer ici, d'accord, pour actualiser ma fenêtre, et je vais marquer CD, d'accord, pour rentrer dans un dossier. Ok. Ici, moi, je vais mettre des guillemets, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais écrire l'adresse dedans. Donc, je vais venir au milieu de mes guillemets et je vais tout simplement faire un petit clic droit, coller, paste, d'accord? Et là, il m'écrit ce que j'avais ici. Alors, si vous n'avez pas laissé d'espace ici, vous avez tout attaché mon premier programme, vous n'avez pas besoin de guillemets, ok? Mais c'est plus sûr comme ça, c'est plus simple, ça permet d'éviter les erreurs. À partir de là, regardez ce qui se passe, j'appuie sur Entrée et je suis bien ici, il le dit, dans mon programme. D'ailleurs, si je tape PWD pour savoir si je suis bien dans ce programme-là, il me dit bien que je suis dans ce programme. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir exécuter notre programme. Pour être certain qu'on est dans le bon dossier et surtout ici, eh bien qu'on a bien ce fichier ici, on peut lister les fichiers qui sont présents dans le programme. On tape donc ls. Voilà. Ça, c'est attention, c'est pas du Python, hein. Ce que je vous montre là, c'est purement du terminal. Il n'y a absolument rien d'autre. Là, il n'y a pas de la programmation ni quoi que ce soit. C'est ce que tous les gens qui ont Mac ou Linux savent faire et qu'il est important d'apprendre aussi sur Windows. Ok, donc à partir de là, on voit bien qu'on a un fichier test.py, ls pour list, pour lister. Ok. À partir de là, eh bien, on va pouvoir utiliser notre commande. Alors, si vous êtes sur Linux et sur Mac, vous tapez Python 3. D'accord. Si vous êtes sur Windows, vous tapez juste Python. Dans tous les cas, vous laissez un espace et après, vous mettez le nom de votre fichier. Donc, nous ici, test.py. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée. Il nous demande quel est notre prénom. Alors, ici, on va répondre. Bon, moi, j'ai un petit prénom, c'est facile. J'appuie sur Entrée et il me dit « Bienvenue à toi, Gaël ». Tout simplement, comme on l'a programmé par ici. D'accord? Donc c'est important, vous avez fait votre premier programme Python. Félicitations à vous. Allez, moi je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez à la liker, ça me dira merci, ça permettra de la référencer. Ça permettra également tout simplement d'être un préambule en quelque sorte aux différentes vidéos et formations que je vais vous faire sur le Python directement sur Patreon, le lien est dans la description. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, elle est gratuite. Et puis nous on se retrouve dans 48 heures pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. À plus.